Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler armée, force armée. À l'heure actuelle, nous avons un conflit en Europe qui est le conflit ukrainien-russe. Et la question qu'on se pose, est-ce que l'armée française est, j'allais dire, prête à un conflit si jamais la France, par hasard, envoie des forces armées dans ce conflit, par exemple, ukrainien-russe. Ou alors, cas extrême, imaginons que la Russie nous attaque, ce qu'évidemment, je n'imagine même pas, même dans mes cauchemars. Alors la vidéo se décompose en 4 parties. Nous allons parler de quelques chiffres. Ensuite, les idées positives, c'est-à-dire ce qui contribue, j'allais dire, positivement au fait que nous sommes quand même plutôt près de, j'allais dire, nos forces. Les idées négatives, ce qui clairement montre que nous avons beaucoup de lacunes, beaucoup de failles. Et ensuite, mon point de vue sur le sujet. Commençons par la partie chiffres. Tout d'abord, nous avons comme force en porte-avions, nous avons un seul porte-avions, c'est le Charles de Gaulle qui est en service depuis 2001 et donc qui est en gros à peu près à la moitié de sa vie. En 1991, nous avions 1396 chars, 696 avions de chasse, avions de combat et 41 bâtiments de surface. 30 ans plus tard, nous avons 222 chars, 254 avions et 19 grands bâtiments de surface. Donc vous voyez la grande différence par rapport à il y a 30 ans. Nous avons 180 véhicules chenillés et 120 canons de 150 mm. À l'époque de la guerre d'Algérie, l'armée de terre comporte environ 1 million, j'allais dire, de militaires prêts à aller au combat. Aujourd'hui, cet effectif est de 120 000 environ. Et pour donner une date un petit peu intermédiaire, en 1989, il y avait 500 000 personnes dans l'armée de terre dédiées, j'allais dire, et prêtes au combat. Concernant les dépenses militaires, en 2008, les dépenses militaires avoisinaient les 50 milliards d'euros. En 2018, ce chiffre est passé à 37 milliards d'euros, ce qui constitue une baisse d'environ 25%. Pour 2022, il est prévu un chiffre de 41 milliards d'euros de budget. Passons à présent aux idées positives, c'est-à-dire aux idées qui, j'allais dire, vont dans le sens que la France est quand même prête à la guerre. Alors n'oublions pas quand même, malgré que les effectifs sont réduits, que nous avons quand même une armée de terre professionnelle qui est, j'allais dire, prête à être déployée en cas de conflit. N'oublions pas quand même que nous avons un porte-avions, le Charles de Gaulle, qui est donc en service depuis une vingtaine d'années. Et n'oublions pas aussi quand même que il est vrai que les effectifs ont été réduits ces dernières années, mais pourquoi? Parce que nous étions en temps de paix. Donc cela va de soi. Pourquoi avoir une armée, j'allais dire, très puissante, enfin surtout très grande en nombre d'effectifs, alors que nous sommes en temps de paix? Donc quelque part, il faut aussi un peu comprendre la situation, le pourquoi du comment de ces réductions au fil d'année. Pourquoi actuellement on a un porte-avions au lieu par exemple d'en avoir 2 comme on en avait il y a une trentaine d'années où il y avait le Foch et le Clemenceau. En 2023, autre idée positive, il va y avoir un exercice de grandeur nature, j'allais dire militaire, qui va se produire dans les villes de Mourmelon, Suippes et Mailly. Je regarde mes notes parce que j'ai un peu de mal avec les communes. Donc cela va être vraiment un exercice grandeur nature pour simuler un conflit. C'est quelque chose qui va être fait donc en grandeur réelle en 2023. Donc il va y avoir des simulations sur Terre de près de 10 000 militaires et également des simulations aériennes. Il y aura lors de cet exercice militaire Orion également la présence de troupes belges. Mais petite précision, et je voulais quand même le dire, c'est que ce que je viens de vous dire, c'est pas à l'initiative donc du corps militaire suite au problème entre l'Ukraine et la Russie. Non, ceci était déjà prévu bien avant parce que j'ai trouvé cette information dans le Courrier international. C'est une information qui date de juin 2021.
Donc cet exercice en 2023 était déjà prévu avant le conflit Ukraine-Russie. Donc on arrive à la fin des points positifs et comme vous le voyez, ils ne sont pas très nombreux. Passons à présent aux points négatifs concernant la vidéo. Et comme vous allez le voir, les idées négatives sont malheureusement plus nombreuses. Alors première idée négative relative, c'est que oui, en France, on est en paix. On était en temps de paix, j'allais dire, dans l'Europe. Alors évidemment, on envoyait des troupes là où il y avait des conflits, j'allais dire, où on était quelque part un petit peu impliqué, mais ça se passait loin de la France. Voilà, ça se passait loin de l'Europe. Et donc on était en temps de paix. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, toujours pareil, un petit peu par rapport aux chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, il y a eu des coupes énormes dans les budgets. C'est aussi une des raisons, le temps de paix, on va dire, en Europe, une des raisons pour laquelle le service militaire a été supprimé en, je ne sais plus en quelle année c'était, mais c'était sous la présidence Chirac en tout cas. Donc c'était entre 1995 et 2000. Je ne sais plus exactement quand, mais en tout cas, moi j'ai fait partie de la dernière année, je crois, où le service militaire pour les hommes était donc je crois que c'était 10 mois. Et oui, j'étais donc en 2000, j'ai fait mon service militaire je crois que j'ai fait partie d'une des dernières générations 2000, c'était une des dernières générations où on a fait le service militaire. Donc, cela paraît con, mais c'est vrai que la paix a contribué malheureusement à faire fondre les budgets militaires et donc la politique forcément d'armement. Alors quelque chose aussi qu'on ne pense pas beaucoup, mais c'est vrai que à la tête de la France, nous avons un président qui est né en 1977, donc qui est âgé de 44 ans. C'est donc un président qui n'a pas connu la guerre. Donc c'est un président qui ne sait pas ce que c'est réellement que la guerre, tout comme moi d'ailleurs, puisque je suis né en 1974. Mais ce n'était pas le cas, par exemple, de François Mitterrand, qui était né en 1916, donc qui lui a connu carrément la guerre de 39-45, puisqu'il était jeune adulte, et aussi Jacques Chirac, qui lui a connu la guerre d'Algérie, puisqu'il était lieutenant pendant la guerre d'Algérie. Ça, c'est un point négatif qu'on pense pas beaucoup. C'est que, certes, je pense qu'Emmanuel Macron a des grandes notions de diplomatie. Il est aussi beaucoup conseillé, ça je pense aussi clairement. Je pense que si Macron connaissait ce que c'était la guerre, comme Mitterrand ou Chirac l'a connu, dans son esprit, ça serait peut-être pas tout à fait la même chose, peut-être pas le même angle d'attaque. Voilà, il aurait peut-être aussi plus anticiper les choses. Car je vous rappelle que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ça mijote depuis déjà plusieurs années. Donc à mon avis, si on avait eu un chef d'État qui avait été un peu plus, j'allais dire, impliqué dans la guerre, il y aurait peut-être eu des signaux d'alarme qui se seraient, j'allais dire, mis au rouge avant. Voilà. Et donc, derrière, peut-être, un déploiement militaire plus important et déjà un peu plus anticipé que ce qui se passe actuellement. Je pense que c'est un mois quand il y a une situation éventuelle de guerre qui arrive. Alors un point négatif, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que notre effectif militaire de 100 000 personnes est vraiment très insuffisant. Donc si vraiment on avait une invasion russe, clairement on se ferait, je pense, assez vite envahir. Alors on a la compétence, parce que les gens, les 100 000 personnes sont compétents. On a la compétence, le problème c'est que nous n'avons pas le volume. Et ça c'est valable pour tout, que ce soit pour les chars, que ce soit pour même le porte-avions. Nous avons un porte-avions, rendez-vous compte, alors qu'on en avait encore 2 il y a une trentaine d'années, là on n'en a qu'un seul. Et voilà, il manque vraiment du volume. C'est le gros problème si jamais on a une situation militaire qui s'envenime. Et si l'on doit envoyer par exemple des forces militaires françaises en Ukraine en masse, on va être vraiment coincé parce qu'on manque réellement de bras. Alors outre la guerre classique, parce qu'on pense à la guerre donc sur le terrain, avec les chars, avec les bombes, avec l'armée de terre, même aussi l'armée de l'air, il y a aussi maintenant une nouvelle attaque, c'est les cyberattaques. Et je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux, il y a eu apparemment une attaque russe qui a apparemment neutralisé un satellite, ce qui fait que dans le nord, le grand nord de l'Europe, il paraît qu'il y a beaucoup d'abonnés, notamment Orange, qui ont des problèmes de connexion, car il y a apparemment un satellite qui a été
qui a été neutralisé. Alors je ne sais pas comment il a été neutralisé, mais sans doute par une cyberattaque. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est qu'à l'heure actuelle, eh bien, il y a aussi ce mode de guerre. On n'a pas que la guerre sur Terre ou la guerre dans les airs. On a aussi d'autres moyens maintenant parce que il y a d'autres choses qui sont apparues depuis maintenant des dizaines d'années. Et en l'occurrence, les réseaux, je vais dire sociaux, pas que, mais les réseaux tout court, Internet par exemple. Et ça peut être aussi un terrain de guerre très important. Par exemple, si les câbles souterrains sous l'Atlantique sont coupés, ce qui peut se produire potentiellement, eh bien, on risque d'avoir des très gros problèmes avec ces actes de malveillance éventuels. Donc, la guerre peut se produire également à ce niveau-là. Et ça, on n'y pense pas. La France, évidemment, est parée pour ça, mais visiblement ne fait pas partie non plus, j'allais dire, des flèches. On a ce qu'il faut, mais c'est pareil, on n'est pas, j'allais dire, à la pointe. Autre chose, je parlais de volume au niveau de l'armée, je parlais de volume au niveau des chars, mais aussi au niveau des munitions. Malheureusement, cela aussi est une idée négative. Au niveau munitions, nous sommes très légers. Un plan d'action apparemment va être mené pendant 3 ans, mais pendant ce temps-là, nos stocks de munitions sont au plus bas. Nous n'avons pas assez de munitions pour une éventuelle attaque, contre-attaque, j'allais dire plutôt. Si on a besoin de nous, on va être aussi encore un peu désarmé, c'est le cas de le dire. Alors j'en ai déjà parlé pendant la vidéo, c'est l'aspect porte-avions. Et oui, les porte-avions, en France, on n'en a pas des masses, puisque nous avons le Charles de Gaulle, qui a été mis en service en 2001, après plusieurs années d'essai, plusieurs années de rodage. Un porte-avions, ça dure environ une 40aine d'années. En gros, le Charles de Gaulle, il va durer jusque dans les années 2040. Mais après, il va falloir le remplacer. Donc, à l'heure actuelle, il y a un projet de porte-avions, mais qui ne sera pas mis en service, selon les prévisions, avant 2038. Rendez-vous compte, nous sommes en 2022, donc pas avant 16 ans. Pourquoi ça fait partie d'une idée négative? Parce que pourtant, il y a un porte-avions qui est en construction, qui va arriver dans 17 ans, dans 16 ans. Et bien parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous n'avons qu'un porte-avions, le Charles de Gaulle. Dans mon enfance, j'entendais parler du Clémenceau, qui a été, je crois, radié fin des années 90. J'entendais parler du Foch également. Et j'entendais parler de l'arrivée du porte-avions Charles de Gaulle. On avait donc 2 porte-avions en service et un 3e qui était en construction. Mais à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous voyez? Un porte-avions qui va arriver en fin de vie, vraiment en fin de vie, et qui sera remplacé par un nouveau. Mais on n'a pas cette paire de porte-avions comme on pouvait l'avoir à l'époque. Ça, c'est quand même un gros point négatif. Voilà, donc ça prouve quand même que les budgets militaires ont été vraiment réduits à peau de chagrin. C'est embêtant parce que on n'avait pas prévu que la guerre allait arriver à notre porte. Pourtant, elle est là, donc il va falloir vraiment maintenant être super vigilant. Passons à présent à la dernière partie de la vidéo, à savoir mon point de vue sur le sujet. Mon point de vue sur le sujet, vous pouvez vous en douter un petit peu. Eh bien, il est dominé par de la crainte. Alors, pourquoi de la crainte? Parce que même si je ne doute pas du caractère très pointu de l'armée française, du professionnalisme, par contre, en revanche, le gros point, vraiment, où j'ai des gros doutes, c'est le volume. Et on en a parlé dans les chiffres. Nous avons vraiment des stocks très bas de munitions, nous avons des stocks très bas de chars. Nous sommes en fait un petit peu vraiment en volume, vraiment extrêmement limite. Et aussi en nombre d'hommes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas rassurant du tout. Parce que si vraiment on nous tombe dessus, ou alors si on a besoin de nous, on va être quand même, quelque part, il va y avoir, ça va caler très vite, quoi. Alors ce que je viens de dire est quelque chose de factuel parce que les chiffres sont sur Internet. Donc il suffit d'aller consulter des documents qui sont sur Internet et vous verrez par vous-même les chiffres assez quand même effarants de volume, j'allais dire, de munitions, des volumes concernant l'armement en général. Mais au-delà de ça, il y a la folie des hommes. Voilà, parce qu'en ce moment, au-delà de tout ça, on voit bien que ce conflit ukrainien-russe, est avant tout lié à la folie d'un homme, donc actuellement Vladimir Poutine.
Et on sait dans le passé ce qu'a pu donner la folie des hommes. Et ça, c'est aussi une des craintes, c'est l'inconnu quelque part. Comment va se dérouler la suite de ce conflit? J'allais dire que malheureusement, l'histoire nous a prouvé que quelque part, toutes les portes peuvent être ouvertes. Donc l'inconnu est vraiment... Toute la palette peut être employée. Donc c'est ça qui vraiment me fait assez peur en réalité. Voilà. Et puis c'est la folie d'un homme qui est à la tête de la Russie actuellement et qui, selon des rumeurs, selon des choses que l'on voit sur Internet, serait atteint d'un syndrome qui fait qu'il perd en gros tout sens en fait de la réalité et qu'il est aussi donc un peu dans la paranoïa et que il ne supporte pas la contrariété. Alors j'ai oublié le nom du syndrome. Il paraîtrait que Vladimir Poutine est atteint de ce syndrome. Donc en plus, si il est réellement malade et qu'il ne sait pas ce qu'il fait, je ne sais pas trop à quoi cela peut aboutir au final. Alors la dernière chose qui me fait peur, c'est le nucléaire. Oui, le nucléaire, pourquoi? Parce que c'est une des armes qui n'a pas encore été employée dans les conflits récents. Alors il y a eu l'emploi du nucléaire, on le sait, à Nagasaki et à Hiroshima, mais on sait que depuis, cela n'a pas été employé et qu'il y a eu par contre en revanche beaucoup d'essais qui se sont produits, donc notamment en Russie avec la fameuse bombe Tsar Bomba. Allez sur internet, vous allez voir malheureusement, j'allais dire, l'efficacité de cette bombe qui est vraiment extrêmement redoutable. Une bombe comme ça qui tombe sur la France, c'est quasiment pas la France qui est rayée de la carte, mais une grosse partie de la France de toute façon qui est impactée par cette bombe. Donc imaginez que quelque chose de cet acabit se produise, ça serait vraiment dramatique. Et vraiment, il serait, j'allais dire, inconscient de ne pas avoir ça dans le coin de la tête sans forcément céder à la panique. J'y songe, enfin j'y pense, j'y songe, je le crains, c'est plutôt ça le mot qui convient. J'espère aussi qu'on tirera des leçons des horreurs du passé. Voilà, donc beaucoup de craintes dans cette vidéo et notamment dans la rubrique mon point de vue sur le sujet. C'est là-dessus que nous allons nous quitter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter surtout, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye à tous.